Salut à tous, salut à toutes les amis, bienvenue dans ce deuxième podcast de MJP Studio, c'est Maxime Patton, je suis super content de vous retrouver ce mois-ci, le premier podcast donc de cette chaîne qui est sorti le mois dernier et qui parlait donc de communication orale. J'expliquais comment, dans une situation qui s'est un petit peu envenimée, ceux qui l'ont écouté ont certainement en tête l'exemple que je donnais, qui est tiré de ma vie personnelle, où je donnais donc l'exemple où j'étais dans une interaction un peu houleuse avec une infirmière à l'hôpital. C'était ma chérie qui avait été hospitalisée il y a quelques mois maintenant. Et bon, la situation avait un peu dégénéré, j'avais un peu perdu le contrôle. Et à un moment donné, j'avais utilisé une méthodologie pour arriver à reprendre le dessus sur la situation et à apaiser un peu les tensions avec cette infirmière, avec les médecins, avec tout ça. Donc, ce mois-ci, on va encore une fois parler de communication. Ça va un petit peu rejoindre en fait le podcast du mois dernier. C'est-à-dire que je vais expliciter un peu la méthodologie qu'on retrouve un peu dans l'exemple de l'infirmière non, il n'y a rien de sexy ou quoi que ce soit. C'est juste méthodologique. Donc, l'exemple que je donnais le mois dernier avec l'infirmière, j'avais utilisé un petit peu la méthodologie que je vais vous expliquer ce mois-ci. J'avais envie de vous en parler parce que pour moi, c'est quelque chose c'est une méthodologie que j'utilise vraiment très souvent. Que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie personnelle, c'est une technique, une méthodologie qui permet par exemple, de négocier. Si vous avez un bien immobilier à négocier ou l'achat d'une voiture ou peu importe, quoi que vous achetiez ou quoi que vous vendiez, c'est une méthodologie qui peut vous servir. Moi, c'est une méthodologie que j'avais mis en place quand j'étais responsable commercial. Et vous savez, cette fameuse frustration de tous les commerciaux d'envoyer des mails et qu'il n'y ait pas de retour. J'avais trouvé cette méthode-là qui m'avait quand même valu d'avoir plus de retours que mes collègues commerciaux ou commerciales. Donc, voilà, c'est une méthodologie qui s'applique effectivement très bien quand on a quelque chose à vendre, à acheter, à négocier, etc. Mais c'est aussi une méthodologie qu'on peut appliquer dans sa vie personnelle, que ce soit avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses amis, sa vie, ce que j'appelle la vie parapersonnelle, c'est-à-dire même avec le médecin, pharmacien, enfin peu importe, vraiment dans tous les événements de la vie personnelle où on a besoin de pouvoir créer un lien et une situation de confiance avec un interlocuteur ou une interlocutrice. C'est une méthodologie qui marche très bien à l'écrit, qui marche très bien à l'oral. À l'oral, ça demande d'avoir un petit peu plus de vivacité d'esprit qu'à l'écrit, parce qu'à l'écrit, l'avantage, c'est qu'on peut se poser pour développer ses arguments, etc. Mais si vous avez un esprit vif qui arrive à trouver les bonnes formulations, les bons mots tout de suite, c'est une technique qui marche super bien aussi à l'oral. Cette technique, donc je vais vous la donner dans quelques minutes. Prenez le temps de vous installer. Comme la semaine dernière, il va y avoir mon petit générique de 15 secondes dont je suis très fier, puisque c'est moi qui l'ai composé, n'est-ce pas ? Parce que je suis aussi musicien et chanteur. Et voilà, donc petit générique, je vous laisse vous installer tranquillement. Prenez un thé, un café, un verre d'eau, tout ce que vous voulez. Et on attaque tout de suite. Alors donc cette méthodologie dont je vous parle depuis le début, c'est une méthodologie en 4 étapes, notamment qui va vous permettre, par exemple, de négocier. Effectivement, négocier un bien immobilier ou n'importe quoi. Tout le monde n'a pas forcément une aptitude naturelle à savoir négocier, à savoir vendre, à savoir acheter et à défendre ses intérêts, à défendre un juste prix. Moi, je vois l'exemple, par exemple, de mes parents en ce moment qui sont en train de vendre leur maison.
D'ailleurs, petite annonce, j'en profite puisque c'est mon podcast, je fais ce que je veux. C'est une très très belle maison. Moi, j'ai passé toute mon enfance et j'y ai des souvenirs absolument magnifiques. Elle se situe à Thônes, en Haute-Savoie, dans le 74. Donc, magnifique maison. C'est Annick Colombaton, Claude Colombaton. N'hésitez pas à les contacter. C'est vraiment une très très belle maison. Si vous avez des projets de construire une vie de famille ou que vous avez déjà une famille et que vous souhaitez peut-être plus d'espace ou du terrain ou que sais-je, au bon air de la montagne, sincèrement, c'est une maison qui vaut le coup. Voilà, la petite pub est faite. Donc je disais, je vois l'exemple, moi, avec ma famille en ce moment, avec mes parents. Et c'est vrai que, par exemple, notamment ma maman n'est pas forcément quelqu'un qui a une aptitude naturelle à savoir négocier sereinement. Elle va vite avoir des états d'âme. Elle va vite avoir des états d'âme vis-à-vis de la personne qu'elle a en face. Et ça, c'est pas très grave, mais dans ces cas-là, l'important, c'est d'avoir une méthodologie, une technique sur laquelle on peut s'appuyer. Il y a des gens, effectivement, qui ont une capacité naturelle à vendre, à acheter, à négocier, d'autres moins. D'où l'intérêt de cette méthode qui peut être utile aux deux types de profils, d'ailleurs. Je veux dire, même les gens qui savent très très bien vendre, négocier naturellement, sauront l'appliquer dans leurs argumentaires de négociation ou de vente. Moi, comme je vous disais, c'est vraiment une méthode que j'applique quotidiennement, dès que j'en ai besoin. Que ce soit même dans ma vie personnelle avec ma chérie, des fois, que ce soit, il y a pas, récemment, par exemple, j'ai changé de voiture, j'ai acheté ma voiture. J'ai fait un emprunt, j'ai dû faire un prêt à la banque pour acheter cette voiture. Pour avoir le meilleur taux possible, etc., j'ai utilisé cette méthode puisque ma banquière, ma conseillère, me proposait au départ un taux à 3,5%. Avec cette méthodologie-là, j'ai fait redescendre le taux à 1,5%. Même chose, il y a plein d'exemples comme ça dans ma vie. À un moment donné, il y a quelques années où j'ai clôturé une entreprise et l'URSSAF me demandait de payer un certain nombre de cotisations, des trucs. Il y en avait quand même pour pas loin de 200 €, ce qui peut paraître pas grand-chose, mais quand on peut s'en passer, c'est quand même toujours ça de gagner. Et en utilisant cette méthode, j'ai pu être complètement exonéré de ces cotisations que me réclamait l'URSSAF. Plein d'événements comme ça dans ma vie quotidienne où j'utilise littéralement cette méthode-là pour... Alors, certains me disent « Ouais, mais du coup, c'est clairement de la manipulation. » Mais de toute façon, mes petits chéris, les 3/4 de nos interactions sociales, quand il s'agit de communiquer, sont entre guillemets de la manipulation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter assez vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voulez convaincre vos enfants de venir manger parce qu'il est 20h et que tout le monde est dans ses chambres respectives, etc., que vous en avez ras-le-bol parce que ça fait 3 fois que vous les appelez, vous allez, d'une manière ou d'une autre, les convaincre qu'à un moment donné, il faut qu'ils lâchent ce qu'ils sont en train de faire pour venir manger. Même chose quand vous voulez choisir un film avec votre famille, vos conjoints, conjointes, peu importe. On est bien dans de la manipulation. Nos interactions sociales sont basées, franchement, je dirais à 70 ou 80% sur de la persuasion, sur le fait de convaincre les autres. Quand vous allez passer un entretien d'embauche pour décrocher un job, vous avez à cœur de persuader et de convaincre votre potentiel futur employeur de vous embaucher. Donc il y a tout un tas d'auteurs d'ailleurs qui ont écrit des bouquins très très bien faits là-dessus. La manipulation n'est pas forcément quelque chose de négatif. On peut s'en servir pour avoir de meilleures interactions avec le monde, avec les gens qui nous entourent. C'est quelque chose, même la manipulation, le fait de convaincre, la persuasion, sont des outils qui peuvent être très utiles pour la bonne santé d'une société, quelle qu'elle soit. Donc j'en viens à la fameuse méthode que vous attendez toutes et tous depuis tout à l'heure, qui donc, comme je disais, se fait en 4 étapes. C'est donc une méthode que j'ai appelée les 4 étapes de la formulation. Ouais, rien de très compliqué jusque-là. D'abord, première étape, on va faire ce que j'ai appelé l'état des lieux, s'il y a besoin. Ça, c'est une étape, il faut vraiment jauger s'il y a besoin de la faire ou pas. L'état des lieux, c'est aussi, dans le podcast du mois dernier, ce que j'ai appelé la liste des accusations. C'est assez similaire.
Vous dressez par exemple la liste des objections que pourrait formuler votre interlocuteur. Je sais que j'ai mal agi quand je t'ai fait ça. Exemple très bidon. Je sais que, madame la banquière, mon statut n'est pas privilégié pour que vous m'accordiez un emprunt bancaire. Je sais que les propos que j'ai pu avoir la semaine dernière concernant tel dossier ont pu vous irriter. Ou j'imagine que, plus que je sais, j'imagine que, étant donné la situation, il serait tout à fait légitime que vous soyez relativement irrité, voire énervé envers moi. Voilà. Je vous donne des exemples comme ça vraiment au hasard. Après, vous appliquez en fonction de la situation, hein, évidemment. Là, vous allez en fait extérioriser les émotions, les pensées, les sentiments que votre interlocuteur pourrait avoir et qu'il ne formule pas forcément. Tout ça, ça va l'aider à réfléchir de manière plus rationnelle. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'étape où vous vous mettez, vous, dans les chaussures. C'est vraiment de l'empathie pure, hein. Là, on est sur de l'empathie, ce que Chris Voss, j'en parlais dans le podcast du mois dernier, ce que Chris Voss appelle l'empathie tactique. C'est-à-dire qu'on se met volontairement dans les chaussures de notre interlocuteur. Voilà. Je me doute que tu ressens ça, je me doute que tu vois la situation de telle manière, je me doute que dans ta tête, il se passe ça. Voilà. On est vraiment sur de l'empathie tactique. Voilà. Ne t'inquiète pas, rassure-toi, tu peux te détendre. Je comprends ce que tu ressens, ce que tu penses. Il n'y a pas de souci. Je vois le monde à ta manière. Tu peux te sentir entendu, écouté, compris. Ok, tout va bien. Voilà. Déjà, vous créez avec cette première étape un cadre sécurisant pour votre interlocuteur, votre interlocutrice. La deuxième étape, vous poussez votre interlocuteur, votre interlocutrice à se mettre à votre place en faisant ce que j'ai appelé la liste des besoins et des faits. C'est-à-dire qu'une fois que votre interlocuteur est apaisé, calmé, rassuré, il est plus à même d'accueillir les arguments logiques et rationnels que vous pourriez lui donner. Vos besoins, typiquement. Étant donné, je ne sais pas moi, dans le cadre, par exemple, de la vente d'un bien, étant donné la situation géographique, étant donné les prix du secteur en vigueur, etc., étant donné la situation et les rapports hiérarchiques qui nous lient, j'ai besoin que... Bon, voilà, typiquement, c'est vraiment, basiquement, c'est la liste des besoins et des faits. C'est-à-dire que vraiment, là, vous poussez l'interlocuteur à se mettre dans vos chaussures et à faire preuve d'empathie envers vous. Okay ? La troisième étape, et c'est certainement une des plus importantes, vous posez une question qui engage votre interlocuteur dans la recherche d'une solution. Comment faire pour ? C'est-à-dire qu'une fois, première étape, vous vous mettez dans les chaussures de votre interlocuteur. Deuxième étape, vous poussez votre interlocuteur ou interlocutrice à se mettre dans vos chaussures à vous. Ok ? Tout le monde a compris la carte du monde de l'autre, tout le monde a compris les impératifs, tout le monde a compris les besoins des uns et des autres. Maintenant, comment fait-on ? Comment faire pour trouver, dans le cadre de la vente d'une maison, un prix qui convienne à chacun de nous ? Comment faire pour trouver une solution qui convienne à chacun de nous ? Comment faire pour apaiser la situation sereinement, calmement, respectueusement, etc., etc. C'est-à-dire que là, vous allez littéralement pousser votre interlocuteur à être acteur de la recherche de la solution avec vous. Ok ? Il faut que votre interlocuteur, votre interlocutrice, à ce moment-là, ait la sensation d'avoir les cartes en main. Okay ? Vous êtes deux dans la recherche d'une solution commune qui profite aux deux. C'est vraiment l'intérêt de cette étape-là. Et enfin, quatrième étape, celle-là est importante quand même parce que là, pour le coup, c'est vraiment du lien social pur et simple. Vous valorisez votre interlocuteur, votre interlocutrice, en le remerciant, en la remerciant. Par exemple, quand j'ai demandé un prêt bancaire à ma conseillère pour acheter ma voiture, merci encore une fois, je vous remercie très sincèrement du temps que vous accordez à mon dossier et à mon projet. Ça peut paraître bidon, mais à ce moment-là, votre interlocuteur, interlocutrice, va se sentir valorisé. Vous voyez ce que je veux dire ? On sent que voilà, vous n'êtes pas juste là pour poser une demande, mais que vous prenez vraiment en considération l'autre. Que vous créez du « nous ».
Et c'est tellement important. On adore ça en plus, l'être humain adore ça. Créer du nous, plutôt que du je, plutôt que d'avoir deux entités, deux égos qui se combattent en permanence, comme dans des débats politiques. C'est vraiment capital d'arriver à créer du lien. C'est pas pour rien que j'ai intitulé mes vidéos sur les réseaux sociaux « Créer du lien ». C'est parce que c'est vraiment de cette manière qu'on arrive à générer des liens sociaux et à générer une santé avec un grand S de la société qui fait que les gens s'écoutent, que les gens se comprennent, qu'on arrive à intégrer le point de vue des uns et des autres, même si on n'est pas d'accord avec ce point de vue. Attention, l'empathie d'ailleurs, comme le dit Chris Voss, l'empathie tactique, il ne s'agit pas de vivre dans le monde des bisounours où tout le monde est d'accord les uns avec les autres, on se distribue des câlins et c'est la fête et on est tous frères et sœurs. Non, c'est absolument pas ça. L'empathie tactique, c'est juste, même si on n'est pas d'accord, se mettre dans les chaussures de l'autre et pousser l'autre à se mettre dans nos chaussures. C'est tout. Ok. Je me souviens d'ailleurs le tollé qui avait fait une déclaration à l'époque la secrétaire d'État à la Défense, je crois, en 2001, après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Ça avait fait vraiment ça avait vraiment été un débat de dingue à l'époque, parce qu'elle avait déclaré qu'il était important pour arriver à régler la situation et pour pas engendrer d'autres incidents avec plus de morts, etc., etc. Il était important de comprendre les motivations et les besoins des terroristes. Alors évidemment, quand elle avait déclaré ça à l'époque, tout le monde avait dit « Comment ça? Mais non, mais pas du tout, elle est folle, etc. » Mais en fait, elle avait complètement raison, évidemment qu'elle avait raison. Comment voulez-vous arriver à négocier avec des gens aussi fous que des terroristes si vous ne passez pas déjà un bon moment à essayer de comprendre pourquoi, à essayer de comprendre leurs besoins, à essayer de comprendre leurs motivations, à essayer de comprendre ce qui les pousse à agir, parce qu'il y a toujours une raison qui pousse à agir les gens. Toujours, toujours, toujours. Donc voilà, cette méthodologie donc en 4 étapes, je vous assure qu'elle peut vraiment s'appliquer dans beaucoup, 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 beaucoup de situations de la vie quotidienne et de la vie professionnelle comme personnelle, hein, vraiment. Je vous donne un autre exemple. On reste dans l'exemple de la vente immobilière, puisque c'était un ami à moi, assez proche, qui voulait vendre sa maison et qui, à un moment donné, il avait déposé une annonce à un certain prix, etc., etc. Et il recevait évidemment beaucoup de propositions, mais qui étaient bien en dessous que le prix que lui s'était fixé au départ. Et c'était quand même, ça le faisait quand même un peu chier parce que sa maison était quand même belle, il en avait pris soin, il avait fait des travaux récemment avant de la vendre, etc., etc. Donc, typiquement, c'était pas le profil typique du bon vendeur ou du bon négociateur. C'est quelque chose qui le stressait quand même. Dès qu'il fallait négocier, vendre, etc., etc., ça le stressait. D'ailleurs, au départ, il avait fait appel à une agence immobilière, puis au final, il s'en est désolidarisé. Donc, il n'était pas super à l'aise. Et à un moment donné, il me dit « T'aurais pas une technique ou des astuces à me donner pour arriver à défendre un peu mon beefsteak, quoi, que ma maison parte à un prix qui me paraisse relativement juste et correct. » Donc, je lui avais donné effectivement cette méthodologie-là, parce que lui, quand il recevait des mails, sur n'importe quel site que ce soit, globalement, lui, ce qu'il voulait surtout répondre, c'est « Votre offre n'est pas assez intéressante, merci, fin de la discussion. » Enfin, tu vois, c'était un peu un bourrin en plus. Donc, c'est une idée. C'est une idée, hein. Voilà. Mais si on veut en tout cas bloquer d'entrée de jeu une négociation qui n'a même pas commencé, c'est le top. Vraiment, c'est le top. Donc effectivement, je lui ai donné cette méthodologie et je lui ai conseillé de répondre par mail pour prendre le temps de choisir ses mots, parce qu'à l'oral, n'étant pas quelqu'un de très à l'aise, je lui ai dit réponds plutôt par mail. Comme ça, tu as le temps de formuler tes phrases, de choisir les bons mots, etc. Et je lui ai dit réponds plutôt comme ça. Monsieur, tout d'abord, merci beaucoup du temps que vous avez pris pour réfléchir et m'adresser votre proposition. Ça, encore une fois, c'est vraiment pour valoriser votre interlocuteur. Vous reconnaissez son investissement dans la recherche, par exemple, là, d'une proposition qui lui semble cohérente. C'est quand même du temps que votre interlocuteur ou votre interlocutrice prend pour vous adresser une proposition et ça mérite d'être valorisé. Donc déjà, merci beaucoup. Avant toute autre chose, c'est ça, merci.
Au vu de la situation géographique, de l'emplacement, du cadre environnant et des prix en vigueur dans ce secteur, le prix que nous avions fixé à la base nous semblait plutôt cohérent, réfléchi et raisonnable. Là, globalement, euh, on est sur la liste des besoins et des faits. D'accord? Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément la toute première étape parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Là, j'imagine que nani, nani, nani. Bon, c'est la première étape, là, c'est plus de l'ordre du remerciement parce que le premier des deux à avoir fait le premier pas, c'est votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Donc là, la première étape consiste plus à remercier la personne d'avoir fait le premier pas. Et la deuxième, du coup, on est sur la liste des besoins et des faits, au vu de la situation géographique, de l'emplacement, etc., etc. La troisième étape, là, consiste à dire « Je suis désolé, mais nous n'avons juste pas la possibilité d'accepter votre proposition. » Le fait de dire que vous n'avez pas la possibilité d'accepter, ça c'est très important aussi, ça permet en fait de décliner une offre sans formuler de refus catégorique. En fait, c'est presque comme si c'était indépendant de votre volonté. En fait, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre fait. Vous ne pouvez juste pas accepter. Et alors, il y a une chose, c'est qu'il faut littéralement oublier les pseudo-experts qui vous disent que je suis désolé, c'est pas bon parce que c'est le fait de s'excuser dénote une marque de faiblesse. Bien au contraire. Ça, c'est vraiment des théories de commercial à deux balles qui disent non, il ne faut pas s'excuser, ça fait faible, et il ne faut pas être faible, il faut être fort. Quand on vend quelque chose, il faut être fort. Non, le fait de dire « je suis désolé », ça va créer de l'empathie chez votre interlocuteur. Typiquement, cette empathie tactique. Vous n'êtes pas obligé de ressentir que vous êtes sincèrement désolé. Personne ne vous demande de le ressentir profondément et sincèrement et d'être vraiment désolé. Non, mais par contre, de l'exprimer, ça va créer de l'empathie dans le cerveau de votre interlocuteur. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir accepter, mais je n'ai pas la possibilité d'accepter ton offre. Elle est trop basse par rapport au prix que je m'étais fixé au départ. Je suis vraiment désolé. Comment faire pour trouver une solution qui soit adaptée à nos besoins respectifs ? Vous retrouvez du coup cette logique de « aide-moi mon pote ». En fait, aide-moi à trouver une solution pour que tous les deux, on en sorte gagnant. Okay ? Ça, c'est quelque chose que je dis depuis des années. Pour ceux qui me suivent, vous m'avez certainement déjà entendu le dire. Dans une argumentation, comme ça, dans une interaction, votre interlocuteur ne doit pas être votre adversaire. C'est votre partenaire. Dans une interaction sociale, dans une situation où on peut être parfois en désaccord avec notre interlocuteur, notre interlocutrice, le but est de le considérer vraiment comme un ou une partenaire pour régler la situation. Donc cette étape-là, elle est vraiment capitale pour ça. Comment faire pour trouver une solution qui soit adaptée à nos besoins respectifs ? Je reste à votre entière disposition afin d'en discuter ensemble. Donc là, effectivement, il y a cette formulation avec la question « comment faire ?» qui donnera à l'interlocuteur la sensation d'avoir les cartes en main. Et en plus, je reste à votre disposition, fait comprendre à l'acheteur que l'initiative devait venir de lui. Et qui, en gros, il est maître à bord pour trouver une solution. Et ça va quand même donner un sentiment. Ça vient chercher un petit peu l'ego de la personne en face, mais ça va lui donner une sensation de contrôle sur la situation. Alors que c'était mon pote qui déclinait la proposition, terminer le mail comme ça donne à l'interlocuteur en face la sensation qu'en fait, ok, c'est lui qui contrôle, il peut faire une autre proposition, mon pote est ouvert à la discussion, c'est pas un refus catégorique, tout va bien, quoi. Donc voilà, c'est une méthode qui est assez simple, mais je vous assure qui est bougrement efficace, comme je le disais. C'est aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Si vous n'êtes, encore une fois, pas particulièrement doué pour négocier, pour vendre, pour acheter, c'est une méthode qui va vous sortir d'un bon nombre de situations compliquées. Si à un moment donné, vous avez typiquement une engueulade, voilà, une engueulade avec votre conjoint, votre conjointe, un ami, un élément extérieur, comme mon exemple du mois dernier avec cette infirmière, vous pouvez utiliser cette méthode. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans la discussion, vous êtes dans l'engueulade, ça commence à monter fort, vous ne savez plus comment... Puis vous savez, ce moment où, en fait, l'engueulade est partie tellement haut que vous en venez à dire des bêtises absolument monstrueuses. Vous finissez par vous engueuler. Ah, puis c'est comme ton sac là qui traîne tout le temps, c'est chiant. Alors que la discussion au départ, l'engueulade n'a rien à voir avec les chaussures qui traînent ou quoi que ce soit, mais vous surenchérissez à tout prix. Ah, puis c'est comme cette baraque là, cette poignée qui tient pas, ça fait 3 mois qu'il faut la changer. Merde. C'est complètement débile, mais
quand la situation s'envenime, des fois, on ne sait pas comment rattraper le truc. Et cette méthode-là, ça permet de... On fait redescendre la pression. OK. Euh, je suis désolé. J'imagine que là, tu dois te sentir vexé, blessé pour telle raison. De mon côté, j'ai besoin que tu m'écoutes plus. J'ai besoin de me sentir plus compris ou comprise. J'ai besoin que tu prennes plus de temps avec moi. J'ai besoin que tu me laisses plus de temps seul, que j'ai des moments à moi. Peu importe. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution qui nous convienne à tous les deux? Voilà, c'est vraiment une méthodologie qui va vous aider très, très, très sincèrement. Essayez de l'appliquer, vraiment, que ce soit dans votre vie pro, perso, essayez de l'appliquer. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à me mettre en commentaire si vous avez utilisé cette méthode et ce que vous avez récolté, ce que vous avez réussi à faire ou pas, ou pourquoi, etc., ce que vous en avez pensé. Ce podcast est évidemment disponible, peut-être que c'est comme ça que vous l'écoutez d'ailleurs, disponible sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, Amazon, etc. Du coup, en vidéo sur YouTube également. Et puis, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère avoir été clair, parce que comme je le disais le mois dernier, moi, je ne prépare pas grand-chose. Hein. Je me lance dans les podcasts comme ça, à corps perdu, comme on dit. Et puis, je vous dis au mois prochain, avec grand, grand plaisir. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.